Mesdames et messieurs, chers invités, c'est un honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui, en ce 3 mai 2025, à l'occasion de la commémoration des 31 ans du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Ce moment que nous partageons n'est pas seulement un temps de recueillement, c'est aussi une occasion de saluer le courage, la résilience et la richesse culturelle pour ceux qui ont survécu à la tragédie. Nous rendons hommage à toutes les victimes, à toutes ces vies brutalement arrachées. Leur mémoire continue de vivre à travers nous, et c'est à nous qu'il revient de transmettre leur histoire, leur lutte et leur humanité aux générations futures. Se souvenir, c'est apprendre, c'est comprendre combien la paix, la réconciliation et le dialogue sont essentiels. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège d'accueillir M. Tarsis Sinzi, rescapé du génocide, venu partager avec nous son témoignage à travers son livre « Combattre ». En 1994, alors que la violence dévastait le pays, il a fait le choix de se battre, non pour se venger, mais pour protéger. Son histoire est un acte de courage, un appel à l'espoir, un rappel que même dans les ténèbres, l'humanité peut briller. Je souhaite aussi remercier chaleureusement nos partenaires et toutes les personnes qui ont œuvré à la réalisation de cet événement. Votre soutien rend possible ce travail de mémoire et de transmission. Alors que nous allons écouter M. Sinzi et découvrir son livre, je vous invite à méditer sur l'importance de notre mémoire collective. Ne laissons jamais l'oubli effacer les leçons du passé. Ensemble, construisons un avenir où chaque vie est respectée, où chacun peut vivre librement sans peur, afin que cela ne se reproduise jamais. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Que la mémoire de ces vies perdues continue de nous guider. Je passe la parole à M. Moranira César, président d'Ibuka Suisse. Merci Gilbert. Bonsoir. Bonsoir. Cher Tarsis, cher monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Rwanda, chers amis. Je pense que pour pouvoir suivre un tout petit peu ce qui nous réunit ce soir, donc le vernissage du livre de Tarsis, c'est important d'avoir le contexte. Le contexte, comment un génocide se met en place, pourquoi des voisins, des amis deviennent des ennemis, comment cela se passe. Il faut savoir que chaque génocide est un acte qui est commis par un État. C'est l'État qui peut mettre en place les moyens pour pouvoir le préparer, l'exécuter et à la fin le consommer quelque part. Donc, il ne peut pas y avoir de génocide si l'État ne met pas les moyens en place. Et pour que l'État puisse mettre tout ça en place, il faut une idéologie. Une idéologie qui est basée souvent sur la discrimination, sur la haine de l'autre. Et l'État va mettre en place justement tous les moyens institutionnels pour pouvoir que cela puisse arriver. Donc, je ne vais pas vous apprendre beaucoup plus de choses que peut-être vous ne connaissez pas. Je dirais qu'un chercheur américain, Gregory Stanton, a défini 9 étapes du génocide. 9 étapes
non, 10 étapes pour être vrai, parce que la 10e étape, justement, c'est le déni du génocide. C'est refuser que le génocide ait eu lieu. Donc, la première étape, c'est la classification. Et la classification consiste à diviser des personnes entre les nous et les autres, et eux. Et au Rwanda, la classification a commencé avec la colonisation belge, où les Rwandais qui se définissaient plutôt en clans, issus de grandes familles. Il y avait 24 clans au départ, mais la colonisation belge, quand les Belges sont arrivés, ils ont calqué leur politique, leur histoire sur le Rwanda. Ils ont créé 3 ethnies. Après, il y a la symbolisation, donc deuxième étape. Et là, justement, on va partir dans la division des classes. On va dire, il y a les Twa, il y a les Tutsis, il y a les Hutus. Et on va bien sûr donner des critères, des caractères sur les gens, en disant les Tutsis sont fourbes, les Hutus sont, obéissants, et les Twa, c'est des sous-hommes, quelque part. Donc on donne des symboles des gens. Et le Tutsi qui est fourbe, ce n'est pas quelqu'un qui est très sympathique, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment éviter. Après, il y a la discrimination qui se met en place, c'est-à-dire qu'un groupe dominant utilise la loi, c'est-à-dire, là, ici, en général, comme j'ai parlé au début, c'est l'État. Donc l'État met en place des lois discriminatoires. Et aujourd'hui, on en a dans certains pays, même ici, on en a eu en Suisse, où il y a quelques critères, quelques lois où on pourrait dire ça s'apparente à la discrimination. On commence à désigner des gens en disant qu'ils sont la menace pour l'unité de la société. Après, il y a la déshumanisation. Donc ça s'inscrit dans cette idéologie et qui est déclinée sous une propagande. La déshumanisation au Rwanda, ça a été de désigner les Tutsis comme des cafards, des insectes à écraser avec le pied, et des serpents à tuer avec un bâton ou un autre outil. Donc la déshumanisation, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne méritent pas de vivre, d'être dans la société. Après, donc la 5e étape, c'est l'organisation. C'est-à-dire que là, l'État commence à mettre en place des plans, les plans d'exterminer, les plans soit de mettre dans des camps de concentration, comme on l'a connu avec la Shoah, soit au Rwanda, c'était plutôt la mise en place des listes des gens à éliminer. La polarisation, c'est la 6e étape qui consiste en amplifier quelque part cette discrimination en mettant en place notamment les milices. Les milices qui vont faire quoi? Qui vont amplifier le discours de haine, désigner et devenir en fait, faire habituer à la grande partie de la population qui ne va pas s'opposer, qui vont vraiment avoir peur de ces gens-là. Et ces milices donc, vont commencer à commettre quelques actions de violence sur le peuple visé. Et au Rwanda, les milices, c'était les milices du parti extrémiste, du président Habyarimana, et l'autre parti qui s'appelait la Coalition pour la défense de la République, CDR, et qui s'appelait Moza, Mugambe et Interahamwe. C'était le plus grand, mais les autres partis aussi avaient des milices qui étaient au départ des jeunes chômeurs qui étaient engagés pour mettre de l'ambiance au moment des meetings politiques. Et puis il y a la préparation, c'est la 7e étape, c'est-à-dire que là on commence à séparer les gens. C'est-à-dire au Rwanda, on a eu des périodes pendant le génocide, enfin pendant l'histoire du Rwanda d'après la colonisation, où on a commencé à déporter certaines familles Tutsis d'une région à l'autre. Et là, vraiment, on prépare, on met en place des endroits où on va commencer à accueillir ces gens qu'il faudra éliminer plus tard. Après, la persécution, c'est les emprisonnements, c'est les renvois des postes, c'est refuser que les étudiants qui étaient à l'école continuent les formations, c'est de les renvoyer de la maison. Donc là, c'est vraiment la persécution, et des fois qui se traduit aussi par des meurtres ou des blessures. Après, il y a la 9e étape qui est la solution finale,
qui est vraiment l'extermination. Et là, l'État met tous ses moyens en place pour tuer tout le monde. Et au Rwanda, donc là, il y avait quelques moyens qui étaient mis en place. C'était la radio d'Émile Colline, c'était la radio nationale, c'était les autorités des entités administratives de la cellule, secteur, commune, préfecture, jusqu'à tous les fonctionnaires d'État étaient impliqués, y compris l'armée, la police et la gendarmerie. Donc toutes les institutions de l'État se sont mises en branle et ont mobilisé la population et ils étaient devant pour commettre le crime. Et à la fin, on parle de déni. Justement, pendant que le génocide se commettait, les autorités en place qui commettaient le génocide étaient au Conseil de sécurité pour nier ce qui se passait. D'ailleurs, l'ONU est tombé dans le panneau, bien sûr avec le soutien notamment la France, qui était au Conseil de sécurité à l'époque, enfin qui est toujours, mais qui est intervenu pour soutenir justement l'ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, parce que le Rwanda à ce moment-là siégeait au Conseil de sécurité comme membre non permanent. Et là, il refusait d'accepter que le gouvernement était en train de commettre un génocide contre une partie de la population. Et donc le déni va continuer, même encore aujourd'hui, où cette idéologie qui est installée continue aujourd'hui, où on parle de double génocide, où on dit que les gens, ce que Tarsis va nous raconter tout à l'heure, qui n'avait jamais eu lieu, qui n'a pas perdu son épouse, que c'est une histoire inventée de toutes pièces, voilà, ou son enfant, ou sa famille. Voilà, donc ça c'est le déni. Et c'est la 10e étape qui est la plus pénible pour les survivants, quand on leur dénie justement le fait d'avoir subi le crime des crimes. Les gens, ils sont attaqués, assassinés pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils ont fait. Donc pour aller vers la fin, donc je dirais que pour un témoignage, comme Tarsis nous le livre dans son livre Combattre, c'est un processus. J'entendais quelqu'un tout à l'heure qui disait que voilà pourquoi il a attendu si longtemps pour écrire. Et c'est vrai que ça prend du temps pour écrire, parce qu'au départ on est totalement dans le... On est complètement perdu dans l'incompréhension totale de ce qui nous arrive, ce qui arrive. Et à ce moment-là, on ne pense pas écrire, parce que d'abord on a peur de se dire mais est-ce que je vais être... Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est vrai? Mais quand on regarde autour de soi qu'il y a le vide des gens, les gens qui faisaient la famille ne sont plus là, là on se dit oui, et puis là on est dans la sidération totale, après on est dans les différents processus de traumatisme qu'on peut connaître, notamment la colère, la culpabilité, la dépression et tout le reste. Donc je ne vais pas aller dans les détails, mais je dirais que c'est important pour la transmission de la mémoire que les survivants puissent témoigner par le biais des livres, des écrits, comme celui-ci. C'est un cadeau que Tarsis nous fait, de nous partager son histoire. Et je vais vraiment encore remercier, encore une fois, en tout cas, cette étape qui est réalisée, qui est très important pour les générations futures. Un témoignage n'est pas seulement pour ce genre de témoignage, ce n'est pas seulement pour la communauté qui a subi le crime des crimes, c'est pour toute l'humanité, parce qu'un génocide, c'est un crime contre l'humanité. C'est-à-dire, ça nous permet de nous questionner, de nous poser des questions sur notre responsabilité à nous tous, de nous dire, mais en fait, quand tout cela arrive aujourd'hui, c'est arrivé il y a 31 ans au Rwanda, est-ce que je peux faire quelque chose à mon niveau, de se questionner? Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Et pour celui qui fait ce processus d'écrire, de partager son témoignage, de trouver les mots justes, c'est un processus encore beaucoup plus douloureux. Et encore le partager, mais après on sait que finalement on rend hommage à ceux qui ne sont plus là, donc les nôtres qui ne sont plus là, mais aussi on partage ça à l'humanité. Et je vous remercie, je remercie encore une fois Tarsis.
vient d'être dit. Je m'appelle Marguerite Layet, je suis artiste et thérapeute. Mes ancêtres sont des passeurs, je suis originaire du Bénin, béninoise d'origine, et mes ancêtres sont des passeurs. Donc chaque fois qu'il y a un décès, chaque fois qu'il y a une naissance, ils accompagnent les âmes à arriver ou à partir. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit rituel pour vous relier à l'instant, relier à la vie qui s'écoule en vous, à votre respiration, le souffle qui nous rappelle qu'on est là. Une manière de rendre hommage que de se connecter à cette vie, de rejoindre notre cœur et de sentir juste là maintenant tout ce que l'on porte en soi, tout ce qui peut être prêt à se transformer, à se libérer. Imaginez une couleur qui représente ce qui habite votre cœur et envoyez cette couleur sur cette maillotche là. Voilà, ça fera tout plein de couleurs sur cette maillotche et moi je vais me laisser aller, je vais me connecter à l'instant, à la vie qui coule en moi et à toutes ces couleurs que vous envoyez, des couleurs de toute émotion. Et je vais laisser aller ma voix et le tambour. Hey
écouter le témoignage de Tarsis. Bonsoir tout le monde. Je suis content d'être devant vous. Et à ceux qui ont fait beaucoup d'années sans se voir, maintenant je me sens fier d'être devant vous. Merci pour tout le monde. Merci. Merci. Je vais commencer par la symbolisation, ce que César a dit. Quand je suis né, dans les années 60, il y avait une symbolisation un peu poussée. Donc, dans notre région, c'était la préfecture de Butare. Pour que vous suiviez mieux, c'est la région sud du Rwanda. La zone là où il y avait une seule université avant le génocide. Alors notre commune natale était dans la préfecture de Butare, ce qui s'appelait commune Lusatira. On m'a appelé Sinzi, c'est le nom de la famille, ce qui signifie je ne sais pas, parce que après que les Tutsis étaient menacés par le pouvoir du temps. Dans la période même, nos parents, les hommes, les jeunes garçons, ceux qui avaient l'âge avancé, ils ne devraient pas rester à la maison, ils devraient fuir. Alors quand je suis né, il a fallu que ma mère se déplace dans la forêt voisine de ma maison. Quand j'ai eu 8 jours, il y avait un ami autour de mon père qui est venu dire que l'enfant a eu 8 jours, il faut donner le nom. C'est la culture rwandaise. Quand un nouveau-né est 8 jours, il faut prononcer le nom. Alors, mon père qui était dans la forêt avec d'autres hommes, il n'avait pas la facilité d'aller chez lui. Il a fallu qu'il donne un message à la famille et à la maison. Ceux qui étaient là, c'était les mamans et les Hutus, amis de la famille. Il a donné le nom de Sinzi. Et ceux qui étaient avec lui dans la forêt, ils ont dit pourquoi il faut lui appeler ceci, cela. Il a dit non, maintenant Sinzi, on ne sait pas ce qui va suivre. Au fur et à mesure que je grandissais, je lui demandais pourquoi il m'a donné un nom bizarre. Il m'a dit, toujours, quand tu auras 8 jours, je te donnerai le nom. Alors, comme la poursuite à l'homme, Tutsi, a été ainsi, quand j'ai terminé l'école primaire en 1974, il y avait ce qu'ils avaient instauré, comme quoi équilibre ethnique et régional. César avait résumé ce qui s'est passé pour la ségrégation, la séparation et la symbolisation qui était vraiment un peu aiguë. Alors, il n'y avait pas moyen de faire l'école secondaire. Il a fallu que je fasse le petit commerce à la maison dans la campagne pour me débrouiller, pour mener une vie. Alors en 1977, il fallait que je quitte le Rwanda pour aller au Burundi. Je ne suis pas allé pour étudier, je suis allé pour acheter les produits de commerce, quitte à ce que je pourrais gagner plus. Arrivant là-bas, j'avais mes oncles, mes cousins, mes tantes. Ils ont été contents de me recevoir en disant tu parviens à venir ici au Burundi, il faut étudier. Des réunions du jour au jour se faisaient. Moi, je disais, ça fait 3 ans que je suis à l'école. Il faut que vraiment vous me laissiez continuer mon commerce. Puis je me sentirai mieux après. Ils ont fait des réunions, beaucoup. À la fin, ils m'ont convaincu de reprendre les études. Ils m'ont mis en 5e primaire après 3 ans. Et puis, comme j'avais l'âge avancé,
je me sentais un peu frustré, si je peux le dire, ou bien j'avais une honte d'étudier avec les enfants avec une différence d'âge. Et puis, heureusement que mon grand frère, le Karangwa Fidel, faisait le karaté. Il m'a mis au club de karaté. Et puis, je voyais le film chaque samedi ou dimanche de Bruce Lee et de Chuck Norris. Le karaté m'a fait, et le karaté m'a aidé, et le karaté m'a convaincu de ne pas avoir une honte d'étudier avec les enfants avec de l'âge avancé. J'ai commencé l'école secondaire. Je faisais le karaté plus que j'étudiais, parce que je me disais, tant que je n'ai pas fait l'école secondaire au Rwanda, il faut que je retourne au Rwanda avec une ceinture noire. Comme ça, j'aurai quelque chose de valeur et de plus important que les Rwandais qui sont restés au Rwanda. Ça a été ainsi. J'ai eu la ceinture noire en 1987. J'ai terminé les études de l'école secondaire en 1987. Je suis reparti au Rwanda en janvier 1988. Comme j'avais ma ceinture noire, j'arrive au Rwanda toujours chez mon père. Je lui ai demandé maintenant, je crois que les 8 jours sont arrivés, vous pouvez me changer le nom. Il me dit non, tu as toujours moins de 8 jours, un jour arrivera, je te donnerai un autre nom. Alors, comme l'Université nationale était dans la zone, ma région natale, à Butare, alors qu'il y avait des gens qui faisaient le karaté à l'université même, j'avais un ami qui s'appelait Gahamaïja Léonard, et il était un ami d'enfance. Avant que je parte au Burundi, on faisait le commerce ensemble. Il m'a dit, j'ai vu des étudiants à l'université qui portaient les mêmes habits que toi, les kimonos. Et puis j'ai dit, va me les montrer. Il m'a pris le jour, c'était un lundi soir. Nous sommes allés au gymnase à l'Université nationale du Rwanda. Je trouve une dizaine d'étudiants en train de s'entraîner. Directement, je porte mon kimono, j'entre à la salle. C'était la première fois qu'ils avaient vu une ceinture noire. Ils ont applaudi. J'étais toujours jeune, avec une souplesse vraiment bien avancée. J'ai fait un écart facial pour les montrer qui je suis, puis ils ont applaudi. À la fin de l'entraînement, le jeudi, j'ai retourné là-bas, et puis après une semaine, 2 semaines, tout en allant à l'université pour m'entraîner, j'avais demandé de l'emploi à l'université. Ça n'a pas marché parce qu'il y avait toujours cette ségrégation d'embaucher les Tutsis. Même étant plus grave, j'avais mon diplôme qui est du Burundi, mon diplôme de karaté aussi. Ce sont je dirais, des fautes graves et lourdes, lesquelles je ne pouvais pas accéder tout en étant Tutsi. Alors, j'ai dit à mes étudiants, à mes élèves qui faisaient le karaté, comme je ne trouve pas du boulot, je pars à Kigali, je vais chercher ailleurs. Ils ont dit non, on va manifester, quitte à ce que tu auras du travail. Ils ont fait un petit groupe du comité, du club. Ils se sont partis pour voir le vice-secteur. Le vice-secteur a refusé. Ils ont rencontré, dans l'hôtel, il y avait un Canadien qui était chargé des finances et administrateur trésorier. Les étudiants ont manifesté, ont dit, nous avons besoin d'un entraîneur. Nous avons la chance d'avoir une ceinture noire devant nous. Et puis le Canadien, lui, était un blanc. Et dans la réunion exécutive des autorités universitaires, il a dit, il y a 10 professeurs qui enseignent un étudiant en mathématiques pures, 10 professeurs qui enseignent 2 étudiants en chimie, 10 professeurs qui enseignent 8 étudiants en médecine,
et un Tutsi qui enseigne 40 étudiants, qui est le plus important parmi les professeurs. Il les a convaincus. Il a dit que, au lieu de s'éterniser sur l'ethnisme, vaut mieux qu'ils gardent ce que je transmets à leurs étudiants. Alors, on m'a embauché le 1er juin 88. Bon, j'étais bien, je gagnais un peu de sous dans le laboratoire de Kilfametra, communément c'était Centre Université de recherche sur la pharmacopée. Et puis, comme j'avais fait la biochimie, on m'a donné du boulot au labo. Je gagnais le salaire, dans le temps c'était 15 600, c'était beaucoup pour un humaniste. Et puis on me donnait 500 francs par séance dans le cours de karaté. Je m'arrangeais à faire beaucoup de jours, du lundi à vendredi pour gagner beaucoup. Dans l'entretemps, comme il y avait des professeurs blancs et d'autres professeurs autour qui donnaient cours, ils avaient les enfants à l'école belge, ils avaient les enfants à l'école française. Il faut que je signale que la ville de Butare était la deuxième ville qu'on disait la capitale universitaire. Parce qu'il y avait des universités, des écoles secondaires, plus les écoles belges et les écoles françaises. C'était un milieu hétérogène. Alors, au même moment, du coup, le FPR a attaqué le pays le 1er octobre et ça a été plus grave parce qu'on a pu identifier ma personnalité. On a dit, ce monsieur, comme il est venu 2 ans avant, avec sa ceinture noire, avec sa calibre de sport, il est venu pour une reconnaissance des immortels. Ça a été grave. J'ai été ramassé parmi les Ipjitso, communément les traîtres du pays, si je peux dire ainsi. Alors, mais ça n'a pas bien réussi pour eux, parce que les séances de karaté que je donnais à l'école belge et à l'école française, il y avait une maman qui s'appelait Rosalie. On travaillait avec elle, et ses enfants m'aimaient. Ces 3 enfants faisaient le karaté à l'école belge. Alors, ils ont poussé pour que je ne puisse pas que je ne sois pas en prison. Ils sont venus manifester devant le parquet. Et après, il y a eu un coup de téléphone du ministre de l'Intérieur, je crois, dans le temps. Et puis, le commandant de la gendarmerie est venu, m'a rencontré au bureau du procureur. On m'a dit de sortir un peu, et puis je ne sais pas ce que le procureur a discuté avec le commandant. Et après, on m'a dit d'aller donner un rapport chez le greffier. Le greffier m'a dit, tu vas te présenter chaque lundi, chaque mercredi et vendredi matin, 3 fois par semaine avant d'aller au service. C'était pour voir si je n'ai pas fui. Lundi, je devrais aller à l'université avant que je passe au parc. Alors, le danger arrive quand l'attentat de l'avion de Aviarman a eu lieu. C'est le seul jour que j'ai eu peur dans ma vie, tout en pensant qu'est-ce qui va nous arriver. J'étais marié, j'avais un enfant, j'avais une femme. Alors, le jour même, je ne veux pas de moyens, j'avais seulement un billet de 1000 francs rwandais avec une monnaie de 50. Je ne pouvais pas même louer une moto non plus. Comme on me connaissait, je ne pouvais pas marcher avec la femme et l'enfant, même la nuit. J'avais un voisin qui s'appelait Nakaza Joseph. Il avait 2 véhicules, une Peugeot 305, un combi transporteur. J'ai sauté la clôture du voisin. Je suis allé chez lui, je lui ai dit, ce qui va arriver, il faut qu'on prenne 2 véhicules. J'ai mon permis de conduire. Tu as le permis, passe au magasin. Tu amènes les sucres, les biscuits,
et le riz, comme ça on va partir la même nuit. Il a refusé, il a dit non, moi je suis rescapé de Dikongoro, moi et ma sœur, personne ne viendra pas tuer la région de Butare, non. Il faut, entre parenthèses, signaler aussi qu'on avait un préfet Tutsi, avec un commandant de la gendarmerie de Dikongoro. Tout ça, ça nous a freinés au lieu de nous dire partez. Il sensibilisait les gens, en disant que Butare a toujours bien comporté en 59, 63, 73. Ça n'a pas été ainsi. Le 12, j'ai quitté Butare. Je suis parti avec un gendarme lequel, quand je suis parti, on disait qu'on doit sortir de la maison pour aller chercher de l'argent, mais c'était la politique de faire sortir les Tutsis dans les maisons pour savoir ce qui est vivant toujours. C'était une des façons de nous laisser sortir pour faire la jauge et de reconnaître qui reste sur les collines. Au même moment que je suis parti, je suis arrivé en ville de Butare. Le même Jean Léonard était avec le gendarme qui s'appelle Jonathan, qui avait fui le combat de FPL à Kibongo. Lui, il avait déplacé sa femme et ses enfants dans Makoli. Et puis, Garamani a profité, lui dit aide-moi à aller chercher de l'argent. Ils étaient venus le même moment. Le hasard a été ainsi qu'on s'est rencontrés en ville. Et puis, directement, on s'est retourné chez moi. Il a pris ma femme et mon enfant avec la bonne qu'on était ensemble. On est parti chez mon père. Arrivé le 12, la nuit. Mon père me dit, toi, tu viens ici, tu fais 40 km de venir chez moi alors que le Burundi se trouve à 33. Il aurait mieux d'aller au Burundi que de venir ici. Je dis non. En 59 fois 63, 73, rien n'est passé ici. C'est ici il y a la sécurité. Il dit non, vous vous trompez. À la fin, il m'a compris, il m'a dit, Cindy, alors, si tu es karatéka, tu vas regrouper tout le monde. Tu fais la même technique que nous avons utilisée en 59, en 63, en 73. Il m'a donné la technique laquelle on devrait avancer en triangle, le sommet avec 2 diagonales. Et puis il y avait ceux qui attaquaient le front et les 2 diagonales à gauche, à droite, pour secourir les attaquants. On a résisté du 13 au 21. On était nombreux avec, j'avais dit aux gens que si nous nous mettons ensemble, on était du 13 au 21, nous étions confondus. Les Hutus, les Tutsis de ma région étaient ensemble pour résister contre les Hutus de Dikongoro. Ça n'a pas été bien parce que le 21, comme on avait bien résisté, il a fallu amener les fusils. Et le peuple, vraiment, c'était la première fois qu'ils entendent le bruit des armes. Ils ont fui. Nous sommes retrouvés en débandade. Et puis nous avons fui. La fuite nous a poussés jusqu'à Rizalisonga. Vous le verrez dans le livre. À Rizalisonga aussi, avant que j'arrive, je traversais la route qui nous lie tout près de la forêt de Songa. Et puis, j'ai vu, comme je savais différencier les casques bleus et les militaires rwandais, j'ai vu un Jeep Toyota avec un drapeau bleu de l'ONU. J'ai couru vers le véhicule. Hélas, j'arrive là-bas, je trouve que dans le véhicule, il y avait des bérets noirs, les gardes présidentiels de Habyarimana. J'ai fui parce que si j'arrivais là-bas, j'avais peur. Alors, directement derrière moi, la foule n'a pas pu traverser la route. Moi, j'ai continué, j'ai poursuivi mon chemin.
avec une centaine de gens, on arrive à l'Isale Songa, Institut des sciences agronomiques du Rwanda. C'était là où on élevait les vaches pour les expériences et les études et la multiplication des vaches. Alors, nous avons tenu un combat du 22 au 28. Le 27, la veille, nous avons fait l'recensement, on était 3480. On a eu un rapport parce qu'avec les 3480, on avait des femmes Tutsi qui avaient le Mali en dehors de l'Isale Songa qui venaient nous donner des informations. L'hélicoptère est venu le 27 faire une reconnaissance parce que la radio RTL m'avait crié disant « Oh, l'Isale Songa a été attrapé par les Imontagniers, il faut amener le renfort. » Alors, comme je tiens, on va utiliser la technique des pierres. Les mamans, les enfants, les femmes, les filles, ramassaient les pierres dans les pagnes et puis on touchait dans leurs pagnes pour jeter. S'il y a un bruit quelque part, on lance les pierres. En même temps, il y aurait au moins une dizaine qui pouvaient attraper le danger. Alors, comme c'était pas facile de nous menacer, on les arrêtait à tout moment. Ils travaillaient du matin, ils attaquaient du matin à 8 h, ils arrêtaient à 17 h. Le 27, on a fait une réunion la nuit et je les ai proposé qu'on quitte le lieu. Ils ont refusé tous. On avait vraiment des gens qui avaient les Bibles, tout ça, qui priaient beaucoup en disant « Oh, Dieu va nous protéger, personne ne peut pas venir, ne peut venir tuer la race de Dieu, des machins comme ça. » Je leur ai dit « Non, nous sommes menacés, fuyons. » Ils ont refusé complètement. Alors, le lendemain, le 28, le matin à 8 h, il n'y a pas eu des attaques. À 16 h, ils nous ont pilonné avec les mortiers, les obus. Vraiment, comme on était sur une grande hauteur qui était plus longue que les autres, il fallait s'éloigner et installer la machine au moins à 200 mètres ou 300. On voyait les gens qui montaient, des têtes coupées, les jambes, tout ça. C'était horrible. Avec cette organisation qu'ils ont fait, ils nous ont laissé un corridor. Le corridor lequel on a passé, nous avons franchi une affaire de 20 barrières. À chaque barrière, on faisait le lancement des pierres. Comme c'était la nuit, et si on lançait les pierres en lançant en même temps, étant un nombre de 50, les pierres se cognaient dans l'air. Comme c'était la nuit, si une pierre se cogne sur l'autre, il y avait des étincelles. Alors les barrières croyaient que nous avons des fusées. Les barrières s'ouvraient facilement et nous avons continué. Ils ont attaqué successivement jusqu'à ce que nous sommes allés jusqu'à la frontière du Burundi, mais on ne savait pas si c'est la rivière à Kanyaru. On s'est arrêté en disant où est-ce que nous sommes. Les oreilles étaient bouchées par les bruits des fusils, par les cris des mamans, tout. Alors, on a fait une petite réunion la nuit, c'était à 3 heures, mais il y avait un petit qu'on était ensemble, il nous a dit, moi, pendant les vacances, je venais sur la colline à côté, on me disait que c'est la colline de Muyaga, chez ma tante, au bas de la colline, il y avait la rivière à Kanyaru. Oh. On s'est dit, allons sur la colline encore, comme ça le matin, on saura où se trouve la Kanyaru. Tous ceux qui ont passé à côté, sur le côté droit, ont été tués. Nous, les 118 qui ont passé gauche, on voyait la colline plus loin, mais on s'est cogné sur la clôture de haies vives avec les fils barbelés et les épines de la haie vive. Alors, comme on descendait pour pouvoir finir la clôture,
on perdait la vue de la colline. On descendait, on perdait la vue de la colline. Et puis nous sommes retrouvés dans la rivière, dans les papyrus de la Cagnaro. C'était difficile, on a nagé, on s'est tiré sur les corps, mais ça n'a pas marché. Il y avait des crocodiles et des hippopotames qui suivaient les morts qu'on avait coupé les coups de l'autre côté, liés avec les corps. On a traversé la rivière de Cagnaro, étant au nombre de 10, arriva chez les Burundais, je les ai dit bonjour en Kirundi, et ils m'ont répondu bonjour en Kinyarwanda. Oh, je me suis dit c'est grave, encore on est toujours au Rwanda. J'étais avec les gens qui fumaient, à la maison là où on était, il y avait 2 hommes avec 2 chiens, et une femme qui portait la pagne dans sa poitrine. L'un parmi nous, il a vu l'autre qui fumait, il s'est précipité pour demander la cigarette. Et il lui a balancé un mégot, il a fumé, nous avons demandé de l'eau, on nous a donné. Après, je lui ai demandé s'ils pouvaient m'aider pour aller récupérer mon équipe. Ça n'a pas marché. Ils ont dit, vous suivez le bruit de l'autre côté, ce sont les Hutus qui sont tentés de tuer les Tutsis. Dans la convention, nous ne pouvons pas aller au blabla. Alors, on va vous prendre chez le chef de village. Le chef de village, on le bouscule encore. On est parti en arrivant chez le chef de village, les garçons qui nous étaient là. Le monsieur, il a dit, moi je vous prends sur la position des militaires burundais. Et puis, comme les autres avaient refusé d'aller aider mon équipe, le type nous dit, je vais vous prendre sur la position. Quand on bouge un peu, je le dis, j'ai fait les études au Burundi, j'ai amené une équipe de riches, ils ont beaucoup d'argent. Ils m'ont demandé si je parviens à être de l'autre côté, que je cherche quelqu'un pour les aider. Le type a cru ce que j'ai dit, qu'il les a jetés avec les riches. Il est parti dans les familles pour voir les piroguiers. Il a dit, allez chercher ces gens, ils vont vous donner de l'argent. Alors que ce n'était pas vrai. Et puis il nous a pris sur la position des militaires burundais. Les militaires burundais ont ordonné au chef de village que les personnes qui sont avec, s'il manque une personne, que toute la colline devrait quitter. Ça a été un ordre pour aller sauver les gens. Alors, quand les piroguiers ont fait traverser les gens, ils ont trouvé qu'ils n'avaient pas d'argent, ils prenaient les pagnes, les montres, les souliers, tout ça comme bénéfice. Alors nous sommes partis au nombre de 118, on a franchi la rivière, tous mes 118, on nous a mis dans un camp de réfugiés. Après nous sommes retournés au Rwanda, la vie a recommencé. En 1995, j'ai repris encore l'université à 34 ans, j'ai fait la constitution en génie civil, j'ai terminé, je me suis remarié, j'ai 3 enfants, je remercie le gouvernement de notre pays, je remercie tout le monde, je remercie les membres de famille qui m'ont incité à retourner à l'école, je remercie vous tous, merci, que Dieu vous garde. Mesdames et messieurs, chers amis, chers compatriotes, chers rescapés ici présents, chers Gilbert, César, Tarissis, bonsoir à tous. Je pense que je dois commencer d'abord par remercier notre cher compatriote Tarissis pour son témoignage. Et le travail d'écrivain qu'il a fait, c'est une grande contribution pour la transmission de mémoire.
Comme à l'ambassade du Rwanda, nous saluons également la collaboration qui a permis donc de rendre possible cet événement. Et comme vous le savez, nous sommes encore dans les 100 jours de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, au cours duquel près d'1 million de Tutsis ont été tués et pour la seule raison d'être nés Tutsis. Le négationnisme que nous continuons d'observer ici et là, nous devons le combattre, nous tous, c'est notre responsabilité. Le génocide perpétré contre les Tutsis a été reconnu par les Nations Unies, et même les tribunaux internationaux ont reconnu ce génocide. Donc, ceux qui continuent de nier, d'essayer donc de nier les faits qui sont par ailleurs irréfutables, c'est notre responsabilité de continuer le combat, comme le titre de ce livre dit. Combattre, c'est donc le travail que nous devons continuer à mener pour que le génocide ne soit commis encore le plus jamais, pour que ça devienne une réalité. Et c'est à nous tous de continuer ce combat. Le témoignage de Sinzi Talisis reflète la réalité de beaucoup de rescapés. Et bien sûr, chaque témoignage est unique dans le sens de ce que les rescapés ont traversé, mais c'est toujours utile d'avoir ces témoignages pour que les générations présentes et futures puissent connaître l'histoire de notre pays. Notre gouvernement a cette détermination donc d'œuvrer à l'unité, à la réconciliation des Rwandais. Et le rôle des rescapés dans cette vision a été toujours d'une grande importance. Cela aussi reflète la résilience des rescapés, et comme le montre également le témoignage que nous venons d'attendre. Et donc, je ne vais pas m'éterniser, mais je dois vraiment remercier l'association Urumuri pour cet événement. Et nous devons tous, comme membres de la communauté rwandaise ici en Suisse, continuer cette unité et continuer de commémorer avec nos amis, et pour que donc la transmission de mémoire passe de génération en génération. Le Rwanda est un pays pour le moment qui est donc un pays où la paix règne, où l'unité et la réconciliation des Rwandais va de soi. Et je dis cela pour que les amis du Rwanda ici présents puissent avoir cette image nouveau du Rwanda, mais que nous devons à notre leadership, le pays à la tête duquel nous avons le président, son Excellence Paul Kagame, qui a vraiment fait un travail très louable de rebâtir notre pays et de réunifier notre population, donc de poursuivre cette politique d'unité, de réconciliation dans notre pays. Nous commémorons le génocide sous le thème de se souvenir, bâtir ensemble, et ce qui reflète aussi notre détermination en tant que peuple rwandais de ne jamais oublier le génocide qui a été perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Mais ça reflète aussi cette détermination
des Rwandais de bâtir ensemble, de continuer d'avancer vers l'avant avec le développement de notre pays. Donc voilà, je voudrais une fois encore remercier tout le monde ici présent et votre présence, surtout les amis du Rwanda ici présents, nous témoignent de votre solidarité avec le peuple rwandais, mais aussi de votre solidarité avec l'humanité en général, parce que, comme César l'a dit, le génocide est un crime contre l'humanité. Donc c'est la responsabilité de l'humanité entière de faire à ce que le génocide ne soit commis encore dans le monde. Mais cela, bien sûr, requiert de nous de mener toujours ce combat, de combattre le négationnisme, surtout en ligne, donc de transmettre le mémoire et donc de faire à ce que tout le monde, aussi de la communauté internationale, puisse comprendre bien l'histoire des génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. Donc ensemble, continuons de nous souvenir, de bâtir ensemble comme un peuple uni qui aspire à un avenir où le génocide ne sera commis encore. Merci à vous tous. Hier soir, avant de venir, comme j'ai plusieurs instruments, je ne savais pas trop lequel choisir comme deuxième instrument. Et puis j'ai fait un rêve où j'étais amenée dans un atelier de confection de tambours de Jonda. Et là, ces tambours étaient lumineux. La personne qui était en train de les confectionner était pleine de joie et elle s'est mise à faire résonner le bois. Et le bois m'a fait penser à cet instrument que j'ai pris là, comme un message de lumière finalement. Être soutenu, accompagné par toutes ces âmes, par amour pour toutes ces âmes, de vivre, de rayonner, se déployer, créer. Ooh,
Ok, alors bonjour tout le monde, enfin bonsoir plutôt. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir été invité pour vous montrer une petite démonstration de ce que c'est le karaté, que le maître vous a aussi parlé lors de cette séance. Il va arriver tout de suite, en 2 minutes. Je vais peut-être juste nous présenter. Donc, nous deux, on fait partie de l'équipe nationale suisse. Exactement, demain on va partir au championnat d'Europe, donc ça c'est concernant notre palmarès actuel. On a mademoiselle qui va aussi nous présenter ensuite une autre partie du karaté qui s'appelle le kumite, donc les combats. Et nous c'est plutôt les katas, on va faire une suite d'enchaînements techniques et vous montrer à quoi ça sert. On va encore attendre le maître et ensuite on va débuter. Présenter la première séquence qu'on va vous montrer à quoi elle sert en réalité. Voilà, donc ça c'est le début de l'enchaînement. On va vous présenter une deuxième partie, qui est la suivante. Le karaté, c'est un art à combat nu, à main nue. Alors, le plus important, c'est qu'on n'utilise rien comme arme. Vous le voyez dans les mouvements que les jeunes font. Et puis, le karaté, c'est un sport à tout âge. On vous invite.
petit kata de rien du tout, comme ils ont commencé. Niente, karibu kwa kuachiliwa wakoze kutusuka. Asante sana. Welcome to Tutu. Ok, il demande combien on était. On était regroupés autour de 3500, on était 3480. On a pu franchir la rivière au nombre de 118. Merci. Merci. Oui. Une question par rapport au processus d'écriture. Tout à l'heure, on nous a dit que, vous avez expliqué à juste titre que l'écriture, c'est tout un processus. Moi, je serais curieux de savoir comment vous avez effectué ce processus pour arriver à écrire. Est-ce que c'est un processus thérapeutique? Est-ce que c'est un processus de témoignage pour partager effectivement ce que vous avez vécu avec les autres? Ou c'est pour d'autres raisons? C'est pas si évident parce qu'on dit que le succès n'est pas un événement, c'est un processus. Pour moi, je dis que la vie est un combat qu'il faut gagner. À la normale, on dit souvent que la vie est compliquée. Moi, c'est l'inverse. La vie est complexe. Alors, ça m'a pris 31 ans pour agir ainsi, parce que tout un chacun rescapé qui a subi des chocs pareils, comme les miens que vous allez découvrir au fur et à mesure que vous lisez le livre, c'est pas facile, même aujourd'hui. Moi, chaque année, je me demandais si j'allais faire 100 pages, une page chaque jour pour les 100 jours, mais j'ai fait au moins 25 ans. Quand j'écrivais jusqu'à 20e page, je déchirais, je brûlais. Et puis, je me demandais si je suis fou ou malade. Mais au fur et à mesure que je pose des questions aux autres, ils font la même chose. Maintenant, c'était un succès pour moi. Il faut ajouter que Thomas, celui qui m'a aidé à écrire, il a été le seul à pouvoir épouser mes idées et à pénétrer dans mon fort intérieur pour pouvoir tirer plus. Merci. Merci Tarsis pour le beau travail que tu as fait, je me réjouis de le lire. Juste pour moi, en 89 jusqu'en 92, j'étais à l'université de Paris, donc je me connais très bien. Je n'étais pas aussi courageux pour faire le karaté, je faisais autre chose. Mais comme tu étais là, il y avait un contexte incroyable à l'époque. Il y avait une indiscipline, c'était un cercle universitaire. Tu te rappelles ce qu'on appelait les connards, il y avait des... Tu ne pouvais pas passer, c'était des sifflements partout, c'était une indiscipline totale. Et maintenant, je me dis, comment tu as vu le changement? Quand tu penses à l'époque, 89, 90, quand il y a la guerre qui a commencé, en 91, 92, avant de dormir, il fallait demander si on n'allait pas nous tuer. Et donc, le changement qu'il y a eu depuis l'époque, on a 31, 35 ans après, comment toi tu vois ça, juste un peu de mots? Merci beaucoup. C'est une question facile à faire parce que dans le temps, pour ceux qui ont la chance de connaître le Rwanda, nous avons à comparer.
Si aujourd'hui notre gouvernement m'a interdit de dire que je suis Tutsi, il a interdit à un Hutu de dire qu'il ne faut pas dire qu'il est Hutu, nous tous nous sommes les Rwandais. Comme je l'ai dit, nous avons les mêmes bras, les mêmes yeux, la même langue maternelle. Ce qui nous est arrivé, ok, je dirais quoi? Ça dépasse le raisonnement des hommes humains. Là où vraiment l'animosité a dépassé, où l'humanisme n'y était plus. Alors, après tout ça, par un bon entraînement, un bon entraîné de notre cher président, qui nous a entraînés en nous mettant dans la situation d'avant la colonisation. Parce qu'avant l'arrivée des Pères Blancs, comme on dit dans l'histoire, tout le monde était frère. Parce qu'avant le partage de l'Afrique, on était les mêmes. La situation qu'on avait, on connaissait notre religion, maintenant on avait des frères, des cousins, tout ça. Mais le changement radical avec l'intronisation de la ségrégation, de la haine qui a grandi au pays, c'est pour cela que, après le génocide, celui qui a la chance de survivre, même nos frères, nos cousins qui sont venus de l'exil, nous ont entraînés à être humains, à ne pas se sentir vulnérables. Nous luttons. Là, je dis, il faut combattre, parce que la vie, c'est un combat qu'il faut gagner. Alors, avec l'interdiction de se venger, c'est quoi? La meilleure vengeance, pour moi, ma philosophie, c'est que la meilleure vengeance que j'applique, c'est de ne pas faire ce que les ennemis ont fait. C'est de ne pas recevoir la haine. C'est de le fouler en faisant mon sport. Parce que avec mon cousin, Dr Nyakairo, qui m'a poussé à retourner à l'école, il m'a dit, si tu es sportif, c'est mieux pour toi. Fais l'entraînement le matin, fais l'entraînement le soir. Tu verras ce qui va sortir dedans. Si tu es malade, on verra. Si tu n'es pas fou, parce que j'avais refusé quand même, ça m'a pris de l'effort comme en 77 de comprendre si j'allais réussir ou pas. Il m'a dit, va tenter, si tu es malade, tu vas gagner une meilleure vie. Si tu es malade, on va te prendre à l'hôpital, on va te donner les médicaments. Mais si tu parviens à faire le sport chaque jour, c'est que tu es normal. Mais voici aujourd'hui devant vous. Alors, la reconstruction, pour nous, qui étaient dans le pays, même après qui êtes, on voit le changement. On vous invite, celui qui a peur de venir chez nous, le Rwanda aujourd'hui c'est un bijou. Ce n'est pas comme on y pense. Celui qui n'a jamais fait l'Afrique, qui a fait la Tanzanie, qui a fait le Congo, qui a fait, je ne sais pas, n'importe quel pays, quoique nous sommes les mêmes. Non, nous avons vécu des choses plus extrêmes, là où la vie était complexe. Maintenant, nous faisons la différence. Nous sommes les ambassadeurs pour prouver que nous sommes humains et nous aimons notre pays. Nous incitons les gens, nos amis ailleurs, d'aimer le pays, de venir découvrir la beauté de notre pays. Merci. Ok, merci. Merci Tarsis. Je te remercie à plusieurs titres. Pas comme maître. On vient de voir ce que tu as fait, mais comme petit frère. Parce que, pour revenir en arrière, Tarsis, en fait, c'est un petit frère. Son père, Gakwisi, et ma grand-mère, ma grand-mère, c'est la sœur de son père. Donc, on vient d'une même colline, grande colline. Il habite là en haut, l'exemple. Francine, d'ailleurs, qui est ici, habite 100 mètres plus loin de chez Tarsis. Et puis, comme pour moi, c'est une
longue colline qui descend, ça fait plus ou moins 1 kilomètre, 2 kilomètres, donc on arrive chez moi. Et quand il vous a dit qu'on était habitué, toute la colline, à se battre contre les invasions qui venaient de Mogo, Mogo c'est du Kongoro, c'est un peu plus loin, où en 59, ils ont brûlé des maisons, et chez nous, sur cette colline, on était toujours, tous les gens de cette colline étaient habitués à descendre de là. Ils descendaient, ils venaient ici, là où il y a un peu plus bas, c'était effectivement comme ça, une plaine où les gens jouaient du football. Donc les gens se retrouvaient là pour attendre les assaillants qui venaient de l'Ikongoro, et puis entre-temps, les gens se cachaient dans les papyrus qui étaient là. Et quand ils arrivaient, ils se battaient et les chassaient. Et c'est ce que lui avait dit son père, il faut se battre toujours. Donc les gens de notre colline se battaient toujours ensemble pour arriver à résister. Ce que je pourrais ajouter, Tarsis, effectivement, quand il est revenu, il a parlé à mon petit frère, il lui a dit, Eric, viens, on va fuir ensemble. Eric, il a refusé, il a dit, je ne peux pas laisser le papa seul, c'est lui qui restait seul avec lui. Donc Tarsis, il a dû partir. Donc c'est comme ça, il est resté au village. Donc il parlait des dates, c'était en avril. Le 18, 21, 22, quoi, ça c'était en avril. Eric, mon petit frère, lui, il a été tué le 26 avril. Et mon papa, c'était un peu plus tard, le 10 mai, parce qu'après ça, il est allé à l'église. Il y a des prêtres qui l'ont sauvé, donc il est mort le 10 mai. Et voilà, donc, merci Tarsis pour ta bravoure et pour ta résistance. Tu as fait un travail extraordinaire pour arriver à tout ce que tu as pu nous prouver. Et tout cela montre que je sauterai sur l'occasion pour la question aussi de comparaison tout à l'heure, par rapport aussi à ce que César a dit, il a donné le cadre global de ces opérations, qui montre aussi que effectivement, on a beau avoir une idéologie génocidaire, mais quand il n'y a pas d'État, il ne peut pas y avoir un génocide. D'où l'importance de l'État. Quand l'État et ses institutions ne sont pas impliqués, il ne peut pas y avoir un génocide. Et tout cela est arrivé suite au mauvais pouvoir qui était en place au Rwanda. Et j'essaie de placer ça encore dans un cadre un peu plus large par rapport à l'actualité qu'on est en train de vivre dans ces événements. On parle de l'implication de la Belgique. En 1959, j'avais 5 ans. C'était la première fois que je voyais un blanc chez moi. Non, il y avait des prêtres qui passaient à la maison. Mais il y a un militaire belge qui est venu à la maison en demandant où était mon papa, parce que justement, il savait que l'armée avait commencé à intervenir. Il y avait un militaire, je me rappelle, j'étais tout petit, il me demandait où est-ce qu'il est mon papa, il parlait en français. Et puis je disais qu'il était parti, c'est tout. Je ne pouvais pas continuer à discuter avec. Il était avec un militaire congolais. On a vu justement quelqu'un qui courait pour descendre vers la plaine. Alors le Belge, il a dit tire. Il a essayé de tirer sur la personne, mais il n'a pas pu. Donc ils sont entrés dans la maison, ils ont commencé à fouiller pour voir si il n'y aurait pas de fusils ou d'autres armes. Ils n'ont rien trouvé, ils sont partis. Pour montrer que 59, c'est là où le GIEST venait d'arriver au Rwanda et ils avaient commencé, les Belges, à être disséminés au niveau de tout le pays pour arriver justement à attaquer. Et ça, c'est leur implication, c'est un témoignage de ce qui, ça a commencé par là, effectivement. Et pour ceux qui sont peut-être
plus âgés, vous savez que pendant ces périodes, il y avait Amatangazo qui distribuait même par avion. Ouais. Des tracts qui faisaient la propagande et autres. Donc tout ça, c'était l'implication déjà des Belges pendant cette période. Et voilà. Donc, je vous remercie. Je vous reste. On va continuer la discussion autour d'un verre dehors. La salle va être utilisée pour un film. Donc, je vous invite à sortir de la lumière pour l'endroit. Merci beaucoup. Un mot de passage. Si le titre de mon livre est Combattre, je donne un message pour les plus jeunes, moins de 50 ans, qu'il faut faire le combat de la vie. Il ne faut pas gaspiller la vie. Il faut tenir le travail.